Alors, traitement d'entretien. D'abord, deux phases dans le traitement de la maladie, ça vous a été rappelé. Le traitement d'induction, c'est mettre les patients en rémission. Le traitement d'entretien, c'est essayer de faire en sorte qu'ils ne rechutent pas et qu'on maintienne l'effet obtenu par le premier traitement. Alors, il y a plusieurs discussions et plusieurs niveaux de discussion. La corticothérapie, bien sûr, et on en reparlera encore tout à l'heure. Les immunosuppresseurs, on va dire un peu light, azatioprine, méthotrexate. Et puis, les biothérapies qui arrivent et qui ont une indication majeure dans cette phase de la maladie. Alors, déjà, je voudrais séparer deux choses. Est-ce qu'il faut un traitement d'entretien en cas d'un traitement d'induction conventionnelle ou en cas d'une induction par une biothérapie? Alors, je précise, et vous allez bien comprendre ce qui se passe, c'est que quand on traite par du rituximab, on pourrait imaginer qu'il ne faut pas donner de traitement d'entretien puisque le médicament dure longtemps. Alors que quand on donne un traitement de cyclophosphamide qui peut agir aussi bien et qui agit aussi bien d'ailleurs, eh bien, ne pas donner de traitement ensuite, c'est exposer le patient à une rechute assez rapide. Alors, le premier essai thérapeutique qui a été fait dans le domaine, le groupe européen, c'est le cyclophosphamide, car je rappelle que au début des années 90, même 2000, la règle était d'utiliser l'endoxan non seulement pour l'attaque, mais pour l'entretien. Donc, les patients avaient en moyenne 1 an et demi, 2 ans de traitement. J'ai vu des patients qui avaient pris 200 grammes d'endoxan. Et vous pouvez imaginer que ce qui se passait après, ce n'était pas la maladie qui évoluait, mais c'était malheureusement les conséquences de la thérapeutique. Et on utilisait de l'endoxan par voie orale. Et le premier essai, qui s'est donc appelé Cicasarem, a comparé un traitement court d'endoxan suivi d'Imurel par un traitement long, 12 mois, ce qui n'était encore pas beaucoup à l'époque, suivi d'Imurel. Et voici ce que ça a donné. On dirait que la messe était dite, les résultats sont identiques. Et depuis cette époque, on traite par de l'endoxan pendant quelques mois, 3 à 4 mois en général. Quand on dit 6 mois, c'est vraiment le maximum qu'on donne. Avec nous, nos protocoles Bolus, c'est exactement 110 jours. Et puis ensuite, on relayait par un autre immunosuppresseur. Alors, les immunosuppresseurs mis à disposition étaient extrêmement nombreux. On a eu l'azatioprine, le méthotrexate. Plus tard, on va citer le mycophénolate mofétil, mais on va l'oublier très vite, car que ce soit en induction ou que ce soit en traitement d'entretien, il n'a pas répondu aux attentes, contrairement à ce qui s'était passé dans le lupus, et ce n'est pas un traitement intéressant dans les vascularites. Alors, voici un protocole qu'on avait fait qui comparait Imurel et méthotrexate. Alors, il a l'avantage, ce protocole, de montrer que l'induction a été obtenue par des bolus de cyclophosphamide assez rapprochés, après des bolus de corticoïdes, et puis ensuite, on a traité pendant 1 an par un ou l'autre des immunosuppresseurs et relayé par le Bactrim. Alors, le Bactrim, on n'en parle plus beaucoup, mais il y a un essai thérapeutique prospectif randomisé que je vous invite à lire, qui est paru, je crois, en 2003 dans le New England Journal of Medicine, qui émane de l'équipe néerlandaise, d'une équipe néerlandaise de néphrologues. Et tous les patients avaient un Wegener, donc une GPA, avec une atteinte rénale. À la fin du traitement immunosuppresseur, ils arrêtent et ils randomisent entre Bactrim ou pas de Bactrim, placebo. Et il y a moins de rechutes dans le groupe de patients qui prend du Bactrim pendant encore 1 an ou 1 an et demi. Alors, lisez cet article, c'est intéressant. Après, on a un peu négligé ça parce qu'on a des molécules, bien sûr, un peu plus puissantes. Mais moi, je traite encore assez régulièrement des patients au long cours par du Bactrim. Ça a une petite place, dirons-nous. En tout cas, quand on comparait méthotrexate et azatioprine, eh bien, c'est pareil. C'est pareil, mais ce que vous devez regarder et voir sur cette courbe, ce n'est pas que ça donne des résultats identiques, c'est qu'à 33 mois, il y a pratiquement 1 malade sur 2 qui a rechuté. Donc, ce ne sont pas des résultats satisfaisants. Et puis après, on s'est posé la question, vous savez qu'on a mis au point un score d'activité de la maladie, de sévérité, qui s'appelle le 5-factor score. Et ce 5-factor score nous a autorisé à évaluer si on pouvait modifier la pression thérapeutique en fonction de la gravité de la maladie. Et avant d'en arriver là, je vais vous citer cet essai
qui teste une autre hypothèse qui est méthotrexate plus corticoïdes contre corticoïdes et endoxans. C'est le travail qui a été mené aussi par le groupe européen. Et voilà la réponse que l'on avait obtenue. Donc, tous les patients, dans la première année, ça se passe bien. Vous mettez de l'endoxan, ils sont en rémission. Vous mettez du métaux, ils sont en rémission. Alors, aucun de ces malades n'a d'atteinte rénale. Aucun de ces malades n'a les critères du FFS, en fait. Ce sont des malades qui ont des formes assez légères de la maladie. Et quand on arrête le traitement à 12 mois, on voit qu'il y a des rechutes, mais ça, on n'est pas surpris. Il n'y a pas de traitement d'entretien après. Et que les gens qui ont pris du méthotrexate rechutent plus que ceux qui ont eu de l'endoxan initialement. Donc, l'endoxan initial, ça donne, on va dire, des rémissions de meilleure qualité que le méthotrexate. Mais le méthotrexate reste très intéressant en phase, on va dire, de la première année de la maladie. Alors, pour revenir au Five Factor Score, vous en avez les critères qui sont mentionnés ici, et notamment les critères de sévérité, qui sont au nombre de 4, car le cinquième, qui est la manifestation ORL, c'est plutôt un critère d'amélioration de la survie. Et ça, vous le verrez chez tous vos patients. Évidemment, l'atteinte ORL, ça ne se voit que dans la GPA et dans la GEPA. Mais les patients qui ont une GPA qui ont des signes ORL sont des malades qui rechutent tout le temps, mais qui ne meurent pas. Alors que les patients qui, à la présentation de leur maladie, n'ont pas d'atteinte ORL, mais une forme, par exemple, rénale de la maladie, sont exposés à une surmortalité non négligeable. Alors, dans les formes dites de bon pronostic, on a traité des patients par des corticoïdes seuls avec une randomisation de Limurel. Un travail qui s'appelait SUSPEN 2. Donc, tout le monde a des corticoïdes avec une courbe de décroissance impeccable qui est la même dans les deux groupes. La moitié a de Limurel, l'autre moitié du placebo, 12 mois de traitement, 12 mois de suivi. Eh bien, voilà la courbe de corticoïdes qui diminue. Vous voyez que ça diminue quand même très vite. À une époque, on n'est pas dans la faible corticothérapie, on est quand même à 6 mois avec 10 mg de corticoïdes, ce qui n'est pas si mal que ça. Et puis, on voit, dans une population où il n'y a pas de Wegener, mais il y a des polyangines microscopiques, des GEPA et des périartérites noueuses, on voit que le nombre de rémissions sans rechute, le taux de rémission est le même dans les deux groupes. Autrement dit, dans des formes, disons, plus légères de ces vascularites, hors GPA, qui est un groupe vraiment à part, mais dans les formes de GPA, de PAM ou de PAN, eh bien, ajouter de l'azatioprine pour essayer de faire soit une épargne cortisonique, soit de mieux contrôler la maladie, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et la corticothérapie seule suffit. Vous allez me dire, donc Limurel, ça ne sert à rien. Ben, ce n'est pas tout à fait vrai. Limurel, ou le méthotrexate, si on avait fait la même étude avec le métaux, ça aurait été la même chose, ça fait quand même quelque chose. Ce n'est pas parfait, mais ça fait quelque chose. Ça, c'est une étude, là encore, du groupe européen qui a été coordonnée par Alexandre Carras. Et tous les malades sont induits par de l'endoxan. Ils ont de Limurel en traitement d'entretien. Et puis, entre 18 et 24 mois d'Imurel, on tire au sort. Donc, on choisit un peu comme on veut. On tire au sort. La moitié continue l'Imurel, l'autre moitié arrête l'Imurel. Eh bien, vous voyez que les malades qui ont le traitement continu rechutent moins que ceux qui ont un traitement discontinu. Donc, l'Imurel, c'est pas terrible, mais c'est quand même mieux que de ne pas en donner. Donc, le traitement d'entretien conventionnel a quand même une certaine place. Le mycophénolate, je l'enterre, vous voyez qu'il fait beaucoup moins bien que l'Imurel. Une étude randomisée prospective, là encore, du groupe européen. Et alors, selon l'induction de la rémission, qu'est-ce que je vais vous donner comme réponse? Eh bien, je vais vous donner une réponse qui sort de l'essai de rituximab versus cyclophosphamide, l'étude RAVE américaine. Il y a 2 essais publiés dans le même numéro du New England, mais le seul bon essai à lire, c'est celui qui est américain. L'autre n'est pas très bon. Il n'y a pas assez de malades. Donc, on tire au sort, corticoïdes endoxan dans un groupe, rituximab dans l'autre groupe. Ceux qui ont corticoïdes endoxan sont relayés par de l'Imurel en traitement d'entretien. Ceux qui ont rituximab seul n'ont que du placebo d'azatioprine. Donc, ils n'ont plus de traitement. Première publication, 6 mois. À 6 mois, il n'y a
pas de supériorité, pas d'infériorité. Le rituximab fait aussi bien que le cyclophosphamide, donc c'est des critères de non-infériorité. Et alors ils essayent d'arrêter la corticothérapie à 6 mois ou de maintenir la corticothérapie à 6 mois. Donc il y a des petites différences, c'est un peu mieux avec des corticoïdes, mais globalement, ça donne cette courbe-là. Alors cette courbe-là, ça n'est pas la courbe à 6 mois, c'est la courbe c'est pas la courbe à 6 mois, c'est un peu plus tard, on est à 18 mois. Et quand on voit ce qui se passe à 18 mois, vous voyez que les patients, c'est un deuxième papier du New England, ce n'est pas le premier. Dans ce papier du New England, on montre que la survie est la même dans les deux groupes. Autrement dit, ceux qui ont été induits par le rituximab ont le même taux de rechute que ceux qui ont été induits par l'endoxan et qui ont pris de l'Immurel en traitement d'entretien. Et apport majeur, je pense, de cet article, c'est cette courbe-là. Ce qui est un des facteurs qui conditionne la rechute, c'est la présence ou l'absence des ANCA. Et que les patients anti-PR3 rechutent beaucoup, quel que soit le traitement qui leur est attribué, quel que soit leur groupe d'appartenance, et que ceux qui ont des antimyélopéroxydases ou pas d'ANCA, puisqu'il y a quelques GPA qui n'ont pas d'ANCA, eh bien ces malades-là rechutent peu. Donc, c'est quand même une donnée, je crois, extrêmement importante. Mais nous, ce qui nous a aussi frappé, c'est qu'à 400 jours, eh bien, on est un peu plus d'un an, donc on a quand même 40% de rechute. Et c'est quelque chose d'inacceptable. Donc, nous avons convenu qu'il fallait un traitement d'entretien. Et pour ce traitement d'entretien, on a lancé une série de protocoles. Le premier, ils s'appellent tous Menrid 100, mais ils ont des numéros. Et le premier, c'est Menrid 101, qu'on a publié maintenant en 2014, où les malades sont tous en rémission. On randomise rituximab versus azatioprine. Rituximab, il y a 5 bolus, dont le premier à 15 jours. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la dose de rituximab est de 500 mg, c'est une dose faible. Et on fait une évaluation à 28 mois. Dans l'autre groupe, c'est de l'Immurel qu'on continue pendant 22 mois pour tenir compte de la rémanence d'effets faible pour l'azatioprine, plus longue pour le rituximab. Donc, on leur donne à peu près la même chance, si vous voulez. On a fait le contraire de l'avacopan. On a essayé de donner la même chance aux deux bras thérapeutiques. Et là, ce que l'on observe, c'est que dans le groupe Immurel, il y a 28% de rechute majeure. Dans le groupe rituximab, il y a 5% de rechute majeure. Ça se traduit par cette courbe tout à fait remarquable, avec une survie d'ailleurs qui, dans les deux groupes, est excellente, puisqu'il n'y a pratiquement pas de décès. Il n'y a aucun décès dans le groupe rituximab et il y a quelques décès, mais de causes différentes, dans le groupe Immurel. Il y a un décès lié au traitement, les autres, ce sont des malheureuses coïncidences. Alors maintenant, quand on suit ceci à 5 ans, et donc Menrid 100 a été repris à 5 ans par Benjamin, et l'observation est que quand vous avez reçu en rouge de l'azatioprine, eh bien, on continue de rechuter pas mal. Quand on a pris du rituximab, eh bien, on rechute aussi. On rechute moins, mais on rechute quand même. Et donc, il fallait aller un peu plus loin avec toujours une bonne survie, c'est-à-dire qu'on rattrape les rechutes. Incontestablement, on arrive à les rattraper. Et puis, si on se concentre sur le groupe qui a été induit par rituximab et que l'on voit les survies sans rechute en fonction des anticorps, eh bien, vous recoupez ce qui a été montré par l'étude américaine et ce que Benjamin a montré ici à 5 ans, c'est-à-dire que les malades qui ont des anti-PR3 rechutent beaucoup, ceux qui n'ont pas d'anti-PR3 ou qui n'ont pas d'ANCA, tout simplement, ne rechutent que très peu, et que les gens qui ont eu des ANCA au début et qui les perdent ensuite, eh bien, se situent de façon intermédiaire entre les deux autres groupes. Donc, on dégage un facteur de rechute très important et qui peut conditionner la durée des traitements, puisque les malades anti-PR3, par exemple, sont exposés plus que les autres à rechuter. Ensuite, on a fait un deuxième protocole, continuité du premier, puisque c'est le premier qui sert de bras de référence. Mais là, on mesure tout le temps les ANCA de nos malades. On ne leur mesure pas que ça, on mesure aussi les CD19, mais on ne sait jamais quoi faire du résultat. Est-ce qu'il faut traiter les ANCA qui montent? Est-ce qu'il faut traiter les malades qui ont des CD19 qui réapparaissent? Donc, on a fait un bras à la demande. Tous les 3 mois, tout le monde est testé.
Et puis ceux qui sont dans le bras à la demande, eh bien, ils ne reçoivent du rituximab que s'ils ont une remontée de leurs ANCA, du titre des ANCA, et une réapparition des CD19. Alors, on a fait ça, ce protocole est intéressant, et il montre quand même quelques petites choses intéressantes et utiles. Tout d'abord, dans le bras à la demande, on donne beaucoup moins de rituximab que la dose fixe. Alors évidemment, c'est moins confortable, parce que ces patients à la demande, on va les traiter avec moins, mais peut-être que la réapparition des ANCA va aussi s'associer à une rechute clinique. Donc, on joue un peu au loto avec tout ça. C'est un petit coup de poker. Mais en tout cas, il y a un message. C'est que si on peut contrôler avec 3 fois 500 mg sur 18 mois, peut-être que quand on donne 5 fois 500 mg, on donne un peu trop. Peut-être qu'on pourrait alléger un peu encore nos protocoles thérapeutiques. C'est une idée comme ça qui en vaut une autre. En tout cas, il n'y a pas de différence en nombre de rechutes et pas de différence pour les rechutes majeures. Et la survie, vous le voyez, est excellente. Et puis, si on combine CD19 et ANCA, eh bien, c'est pareil. Malheureusement, ces critères ne sont quand même pas tellement prédictifs de la réponse thérapeutique. Donc, pas de corrélation des rechutes avec le titre des ANCA. Alors, ça veut dire que ça n'est pas contradictoire de ce que je vous ai dit avant. Ce qui corrèle à la rechute, c'est la présence des ANCA, mais ce n'est pas le titre. Ceci dit, aujourd'hui, quand nous voyons des patients qui ont des titres qui augmentent à toute vitesse et très haut, on peut se dire quand même qu'il est en train de se passer quelque chose. Mais ça, c'est un débat qu'on pourra avoir peut-être au chapitre des questions. Et puis, ce traitement par rituximab est tellement efficace, on se dit pourquoi pas le continuer. Et le continuer finalement indéfiniment. Et donc, on a pris les malades de Menrix 2 qui ont accepté, il y en a encore plus d'une centaine, et on les a re-randomisés en 4 bolus supplémentaires de rituximab versus 4 bolus de placebo. Et on réévalue à 28 mois. Eh bien, c'est ce qu'on confirme. Hein. Plus vous continuez le rituximab, plus la rémission persiste. Alors que si vous arrêtez, les malades rechutent. Donc, le rituximab est incontestablement un traitement d'entretien efficace et même le plus efficace qui enterre, à mon avis, définitivement tous les traitements, je vais même dire light, l'imurel, le méthotrexate, le mycophénolate, tous ces trucs-là, on les oublie. Ça réduit le nombre de rechutes et c'est beaucoup mieux que les traitements classiques. Par contre, la durée du traitement n'est pas connue aujourd'hui. Et ça, c'est une question majeure. Alors, il y a de nouvelles questions qui émergent. Tout d'abord, les doses plus fortes pourraient-elles prolonger l'efficacité du traitement? Alors, c'était le protocole Ritazarem, je vais en dire un mot. Et peut-on individualiser des populations qui pourraient être traitées de façon brève et celles qui pourraient être traitées de façon prolongée? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut programmer le nombre et la durée du traitement en fonction d'un certain nombre de paramètres clinico-biologiques? Avant de vous parler de tout ça, je voulais vous parler du coût. Tout ça, ça coûte cher. Et il y a des moyens médico-économiques, et ce qu'on appelle le QALY, Quality Adjusted Life per Year, c'est-à-dire l'année de vie avec une bonne qualité de vie et de vie en bonne santé. Eh bien, quand on teste Menrixan, c'est 57 000 €. Si on regarde le rapport coût-efficacité, la différence entre les deux groupes, c'est que 3 000 €. Parce que tous les malades sous Immurel qui ont rechuté, ils ont été retraités, certains plutôt par rituximab d'ailleurs, et puis ils ont fait des complications, donc mine de rien, il n'y a pas une grosse différence entre les deux bras. Et il y a même un paramètre qu'utilisent les économistes, qui est l'ICER, et cet ICER, la différence n'est que 224 € pour prévenir une rechute. Alors évidemment, c'est même négligeable aujourd'hui, puisqu'à l'époque, c'était le rituximab au prix plein pot du rituximab, et maintenant, avec les biosimilaires, ça coûte beaucoup moins cher. Pour revenir à Ritazarem, on inclut des malades un peu différents. Ce sont des malades déjà rechuteurs, donc exposés à la rechute. Le protocole thérapeutique, c'est 1 gramme tous les 4 mois, donc une très forte dose par rapport à ce que nous avons fait. Et puis le reste, c'est un schéma assez comparable à celui de Menrixan. Et vous voyez que la différence entre les deux groupes existe et elle est assez superposable à ce que nous avons observé dans Menrixan. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que de majorer les doses, ça va finalement changer grand-chose à la fréquence des rechutes. Alors,
Commentaires plus généraux, savoir que les biothérapies n'ont que des effets suspensifs et que le rituximab, malheureusement, si on l'arrête, eh bien, il peut y avoir des rechutes. Et puis, quand on prescrit ces médicaments, le rituximab, il y a une profonde déplétion lymphocytaire B. Et donc, en période de Covid-19, il y a un risque élevé d'avoir des effets secondaires et notamment une mortalité induite par le rituximab chez ces patients très immunodéprimés. Alors déjà, je rappelle qu'il faut toujours maintenir les malades sous cotrimoxazole tant qu'ils n'ont pas récupéré une réconstitution immunitaire. Tant qu'elle n'est pas faite, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, vous les mettez sous Bactrim au long cours. Et puis, pour entrer dans le détail des rechuteurs, de ceux qui pourraient bénéficier et qui devraient bénéficier d'un traitement plus prolongé que les autres, en disant, après tout, ceux qui ont des taux bas ou qui n'ont pas d'anti-MPO, on les traite 18 mois, et puis les autres, on va les traiter plus fort. Alors ça, on l'avait déjà vu pour les ANCA, mais maintenant, ce que l'on sait, c'est que c'est pas tout à fait, il faut choisir les malades anti-PR3 avant traitement. Les malades qui restent anti-PR3 à 12 mois sont plus exposés encore que les autres. Ceux chez qui les anti-PR3 réapparaissent sont exposés. Et puis, tout à l'heure, je vous l'ai dit dans l'historique, peut-être qu'un jour, on aura des facteurs génétiques qui permettront de faire ça. Alors, maintenir la rémission, c'est peut-être aussi la corticothérapie. Ça, c'est une méta-analyse faite par Walsh qui montre qu'il y a moins de rechutes quand on maintient 5 mg globalement après la première année, et il y a moins que dans le groupe où on a arrêté les corticoïdes. Alors ça n'est pas contradictoire de ce qu'a vous a montré Benjamin. Benjamin a montré des courbes qui disent que nous traitons en phase aiguë et en début de traitement d'entretien par trop de corticoïdes et qu'on peut alléger fortement la corticothérapie. Là, ce n'est pas la même chose. C'est le maintien d'une faible dose de corticoïdes qui semble, dans cette étude rétrospective, donner un peu mieux que si on arrête les corticoïdes. Ceci dit, c'est du rétrospectif, c'est de la méta-analyse, ça a très peu de valeur sur le plan statistique, et les études qui démontreront peut-être qu'il faut maintenir les corticoïdes ou les arrêter, eh bien, sont en cours ou restent à faire. Un tout petit mot pour terminer sur le mépolizumab, qui est un anti-L5 et qui s'adresse plus particulièrement au groupe de la GEPA. Alors, là aussi, nous sommes dans le traitement d'entretien, mais nous avons l'essai thérapeutique dans le traitement d'entretien. Ce sont des patients qui ont tous une GEPA, qui ont tous une corticothérapie au long cours, qui ont pour la plupart d'entre eux un traitement immunosuppresseur associé et qu'on surveille. Et puis, en adjonction, on leur donne du mépolizumab et on va observer combien vont rechuter, combien vont faire des poussées de la maladie, et puis on va voir aussi si on peut diminuer la corticothérapie. Eh bien, vous voyez qu'en termes de rémission, c'est mieux quand on a du mépolizumab que du placebo, en sachant qu'il y a un autre traitement de fond. Et puis, si on regarde les rechutes, il y a beaucoup moins de rechutes dans le groupe mépolizumab que dans le groupe placebo. Donc, quelque chose qui véritablement mérite d'être prescrit. La réponse thérapeutique, elle est plus sur l'asthme, je dois le dire, que sur les manifestations systémiques quand on regarde le matériel annexe de cette étude. Mais moi, je retiens quelque chose d'essentiel dans ce papier, c'est que les malades qui ont une GEPA peuvent enfin diminuer leur corticothérapie. Et j'ai à peu près, je crois, 25 malades qui sont traités de cette façon-là aujourd'hui. Et chez les malades, j'ai pu arrêter les corticoïdes pratiquement dans la moitié des cas. Et tous les autres ont pu diminuer leur corticothérapie à des doses que je vais appeler acceptables, de l'ordre de 5 ou 6 mg, alors qu'ils étaient contrôlés difficilement avec 10 à 15 mg. Donc, un traitement qui mérite absolument d'être prescrit aujourd'hui et qui d'ailleurs se développe. Alors, il y a d'autres anti-L5 qui n'ont pas été évalués dans la GEPA, mais qui sont évalués dans l'asthme et qui donnent des résultats probablement comparables. Donc, pour traiter les malades en rémission, le bon traitement, c'est le rituximab pour l'entretien. Il faut traiter longtemps, mais probablement pas toujours. Il faut traiter les antipersistants, les anti-PR3 persistants plus que les anti-MPO. On n'a pas de marqueur validé aujourd'hui. Et puis, il y a deux solutions. On attend la rechute et on retraite, ou on prescrit un traitement préventif systématique, mais je n'ai pas mieux à vous proposer que ce que l'on fait aujourd'hui. Et rappelez-vous que nous sommes aussi aujourd'hui en train d'alléger nos pratiques à cause des effets de l'immunosuppression et notamment
aux effets du Covid-19 qui a tué quand même malheureusement quelques malades inclus dans ces essais. Merci de votre attention.